Bonjour, alors j'espère que vous nous entendez bien. Donc vous avez tous coupé vos micros et caméras. Donc Cyril Fournier, donc je suis responsable du département entreprise et stratégie de la Chambre d'agriculture. Et donc l'idée, je vais revenir juste après de faire une webinaire pour vous présenter les principaux éléments des appels à projets du PSN. Voilà. Juste la petite, les éléments, c'est de pouvoir fermer vos caméras. Voilà. Caméra et micro. Et donc, je laisse mes deux collègues se présenter. Et puis après, je reviens un peu sur l'introduction. Bonjour, Tivane Trousson, conseillère en agro-environnement à la Chambre d'agriculture. Bonjour, Isabelle de Grotte, donc conseillère bâtiment à la Chambre d'agriculture. Donc j'excuse Déborah Collard qui est responsable de la partie diversification. Donc il devait nous présenter la partie appel à projet, production émergente et diversification. Et donc je ferai à sa place sur les principaux éléments. Ce qu'on a prévu de faire, c'est d'enregistrer ce webinaire. Donc ça permet de le revoir et ceux qui n'ont pas pu se connecter, de pouvoir prendre connaissance des éléments et de pouvoir avoir quelques réponses aux questions. Ce qu'on fera, c'est que l'idée, c'est qu'à chaque fois dans le webinaire, on présentera une partie et puis après, on laissera un temps pour poser les questions. Le mieux, c'est de pouvoir poser les questions soit donc par le chat, en matière de conversation, les noter par écrit. Je vois que si effectivement on est peu nombreux, on verra pour qu'on puisse prendre les questions en direct. Alors, cette webinaire qui peut surprendre de le faire un 10 juillet pour certains en pleine moisson, la question on se l'est posée, c'était surtout de se dire les appels à projets ont ouvert fin juin. L'idée c'était de pouvoir répondre à vos questions. Peut-être que donc on s'est dit on ne va pas attendre la moisson pour faire les choses. Donc c'était de le faire là, sous forme webinaire, en se disant ça peut prendre moins de temps et éviter des déplacements. Voilà, donc ça c'était sur cet aspect-là. Sur le fond des appels à projets. Donc l'idée c'est de vous rappeler un peu les grands principes de cet appel à projet qu'on a découvert assez rapidement. Donc vous allez voir, qui concerne des financements du FEADER, du conseil régional et aussi du conseil départemental. Donc effectivement les appels à projets sont sortis. Il n'y a pas eu de présentation officielle de la part du conseil régional. Donc on a encore des questions. Les collègues ont encore des rencontres cette semaine pour préparer un certain nombre de choses. Donc on essaiera de répondre au maximum de questions, mais on n'aura peut-être pas toutes les réponses. Donc le PSN remplace l'ex-PCAE. Donc c'était avec, vous allez voir quand même quelques changements, notamment sur les accès et puis sur la forme d'accès. La petite différence qu'on va avoir cette année, ça va être l'aspect accès aux aides. Alors merci Élise de pouvoir couper ton micro et ta caméra s'il te plaît. Merci. L'accès aux aides, vous allez voir que parfois, et ça va faire l'intro, de pouvoir accéder, il fallait attendre le retour d'une commission pour l'engagement de l'aide, alors que là, on va voir que ça va être un petit peu différent. Donc ça va être ça, surtout la grande nouveauté pour 2023, en sachant que on va voir que pour 2024, on ne connaît pas encore les éléments, mais on va vous présenter déjà 2023. Donc le diaporama qu'on va vous présenter sera aussi sur la partie sur notre site internet. On le mettra comme la webinaire. Alors j'ai vu tout de suite une petite question, mais je la prends. C'était si ça remplaçait l'aide au maraîchage. Alors on verra tout à l'heure la personne qui a posé la question pour la reposer. Non, enfin l'aide au maraîchage, il peut y avoir une aide dans le cadre de l'installation en tant que jeune agriculteur. Non, elle ne vient pas la remplacer puisque ça c'est bien une aide et une subvention à l'investissement. Voilà. Donc on y reviendra s'il y a besoin. Donc ce qu'on a prévu, on a prévu un temps, 8h30, 10h30. Si on
on terminera plus tôt. Donc je vais faire une petite intro pour présenter le calendrier et la procédure de dépôt des dossiers, que je vous ai dit un petit peu différente. Isabelle présentera tout ce qui est modernisation, adaptation des exploitations d'élevage au dérèglement climatique, c'est le nom de l'appel à projet. Tiffaine présentera ce qui est l'accompagnement des transitions agroécologiques, des productions végétales, et puis Déborah, donc je la remplacerai, sur la partie commercialisation et production émergente. Voilà, alors, et bien on y va. Alors sur le calendrier, alors on a essayé de faire un schéma de façon synthétique pour vous expliquer un peu ce qui va se passer. Simplement, c'est que, et moi je l'ai toujours dit, quand on fait une demande de subvention, on dépose un dossier avec des devis. Généralement, il y a un retour d'une commission qui valide la subvention, et c'est à l'issue de cette commission qu'on peut engager la dépense, donc engager le devis, engager les travaux. Donc ça, c'est d'ordre général, c'est toujours comme ça. Là, il y a une petite particularité pour cet appel à projet, c'est que vous pouvez, à partir donc, du 15 juin, donc déjà ouvert, vous pouvez, pour ceux qui le veulent, engager une dépense, mais à condition, donc dans un premier temps, de créer un compte sur une plateforme, donc on vous a mis le lien, en sachant que la grande nouveauté, c'est que pour tout ce qui va être PSN, on va être sur du dématérialisé. Donc il n'y a pas de dossier papier à déposer et à envoyer, tout se fait sous forme dématérialisée. Donc, la première chose qui peut être faite pour ceux qui voudraient engager une dépense urgente, un devis à signer parce que avec votre fournisseur, vous êtes engagé, il y a un prix qui est bloqué. Donc, le préalable, c'est la création d'un compte sur le site. Voilà, donc vous verrez qu'il y a un tutoriel pour créer le compte. On crée un compte avec un identifiant et un mot de passe. Lorsque vous aurez reçu l'accusé de réception, et ça c'est la grande nouveauté, vous pourrez engager votre dépense, donc la signature du devis. Simplement, ce qui est écrit en dessous, c'est que cette pré-demande, qui va nécessiter un dépôt d'un dossier plus complet, ne vaut pas promesse de subvention. Donc là, on vous alerte sur cet aspect-là, et on va le voir dans les différentes phases. C'est que tant que l'instruction des dossiers et l'engagement ne sera pas réalisé, vous ne pourrez pas, vous n'aurez aucune certitude d'avoir une subvention. Donc, si vous engagez une dépense, et vous vous dites, est-ce que j'aurai la subvention? Eh bien, vous allez voir que dans le calendrier qu'on va vous proposer, vous ne le saurez que dans quelques mois. Donc ça, c'est à partir du 15 juin. Et donc, comme on l'a mis, la procédure, elle est facultative. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. On passe à la phase 2. Alors la phase 2, qui va être là, celle-là obligatoire si vous voulez accéder au PSN. Alors, vous n'avez pas forcément fait la première. Alors juste ce que je vous ai dit, ce que je ne vous ai pas dit dans la première phase, c'est que ceux qui en feraient la demande, il faut dedans, il y a une lettre d'intention qui est en ligne où vous allez signaler votre projet, le montant de ce projet et les dates prévisionnelles. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, qui est la phase obligatoire, c'est le dépôt du dossier qui devait se mettre en place au 15 juillet. On a écrit date non confirmée, nous n'avons aucune certitude à l'heure actuelle que le 15 juillet, la plateforme soit ouverte. Donc, tant que la plateforme n'est pas ouverte, vous ne pouvez pas être sur cette phase-là. Et donc, elle se terminera au 31 octobre 2023. Donc, une période assez longue, où donc là, vous devez déposer votre dossier complet en ligne. Et là, pareil, à partir du moment où vous aurez le retour d'un accusé de réception, vous pourrez engager la dépense. Toujours sans aucune certitude de subvention. Donc ça, c'est la phase obligatoire. Et donc il y a une phase 3 qui est le dépôt des pièces complémentaires, sinon complet à la phase 2. Donc vous déposez votre dossier. Alors vous avez pu
d'abord déposer votre lettre d'intention, ensuite votre dossier jusqu'au 31 octobre, et il y a une phase pour les pièces complémentaires jusqu'au 30 décembre 2023. Et ça, ce que je vous dis, c'est sur l'ensemble des appels à projets, que ce soit sur la modernisation, sur la transition écologique ou sur la diversification. Peut-être qu'il y a encore quelqu'un qui a un micro encore ouvert, parce que j'entends un peu de bruit parasite. Merci. Donc voilà la phase 3. Et ensuite, il y aura l'instruction des dossiers. Alors l'instruction des dossiers aura peut-être commencé à partir de la fin au 31 octobre. Hein. Ça, on ne connaît pas ce qui se passe. Et donc l'instruction des dossiers se fait au conseil régional. Donc la différence, c'est que ceux qui avaient déposé des dossiers PCAE, les dossiers étaient déposés en DDT. Et donc c'est la DDT qui faisait les instructions. Mais depuis le 1er janvier 2023, toute cette partie de gestion de ces dossiers, comme pour ceux qui sont installés la DGA, est gérée par le conseil régional. Donc ce sont les services du conseil régional qui instruisent les dossiers. Et c'est là, après, alors on a mis accord au nom de la subvention 2024, puisque il n'y aura a priori pas de retour possible, puisqu'on peut compléter les dossiers jusqu'au 30/12/2023. Et donc c'est qu'en 2024, qu'il y aura la priorisation des dossiers et l'accord ou non, la subvention de votre projet. Donc, tant que pour ceux qui souhaitent, alors évidemment que tout le monde souhaite une subvention à son projet d'investissement, mais c'est vous alerter pour vous dire que vous ne l'aurez qu'en 2024. Donc, soit il y a deux options, soit ça de se dire, vous voulez attendre la subvention. Alors vous voulez ou vous êtes obligé parce que c'est un gros projet, vous avez des financements bancaires, il peut y avoir une demande d'attente d'avoir de la subvention. Et donc là, vous ne pourrez pas connaître le montant de la subvention qu'en début 2024. Quand je vous dis début, je n'ai aucune date. Aujourd'hui, le conseil régional ne nous a pas dit que c'était la commission du mois de janvier, de février ou de mars. Après, pour les autres, pour ceux qui ne souhaitent pas attendre, effectivement, vous pouvez engager, on a eu déjà des personnes au téléphone qui souhaitaient déposer un dossier parce qu'ils avaient un acte d'achat là qui allait se faire. C'est-à-dire, je dépose un dossier, je signe mon engagement et j'ai eu quelqu'un la semaine dernière, c'était une essimeuse, on en reviendra tout à l'heure. Il a déposé une lettre d'intention. Il se prépare, il attendait son accusé de réception, et il se préparait à signer le devis de son matériel, sans aucune certitude d'avoir une subvention sur son projet. Petit aparté, pour ceux, on est souvent en lien avec les organismes bancaires. On a informé à la sortie des appels à projets de ce dispositif-là les organismes bancaires du département. Et je les ai alertés sur cette phase-là et sur ce que je suis en train de vous dire, qu'effectivement, vous seriez, pour certains, pour tous ceux qui déposeraient, dans l'incapacité de fournir un accord de subvention, sans doute en début 2024. Donc voilà, donc ça, les organismes bancaires ont été informés du nouveau dispositif tel que je vous l'ai expliqué. La deuxième partie, c'est ce que vous pouvez... le conseil régional a mis à disposition, donc pour les 3 appels à projets, volet modernisation agroécologie et volet diversification, un mail de contact pour des questions, remarques, et des lignes téléphoniques de permanence pour pouvoir les contacter, appeler les services instructeurs. Donc c'est bien le service instructeur, c'est bien la direction de l'agriculture et de la forêt au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté. Voilà la présentation générale de ce que je voulais vous dire. Eh bien, si vous avez des questions, alors je vois que peut-être que... Alors non, il y avait juste la question maraîchage. Peut-être qu'on peut se le mettre en direct. Oui. Alors s'il y a quelques questions, eh ben, on peut ouvrir votre micro et puis on vous écoute.
Si vous avez des questions. Vous levez la main. Vous levez la main, vous avez vous avez levé la main là-haut, possible, vous cliquez. Pas de questions? Bon. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on continue. Et je laisse la parole à Isabelle. Ouais, attends, je te repasse sur le diapo. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter... Voilà. Je vais vous présenter la partie donc modernisation et adaptation des exploitations d'élevage au dérèglement climatique. Donc, ce programme-là, il s'articule en 3 volets. On a le premier volet donc, qui correspond au bâtiment, bien-être animal et adaptation au dérèglement climatique. On va avoir un volet effluent d'élevage, donc c'est tout ce qui est mise en place donc, de fosses ou de fumières pour gérer les effluents sur vos exploitations. Et ensuite, on a un troisième volet qui s'appelle performance énergétique. Donc, par rapport à ces 3 volets-là, ils font bien partie d'une même enveloppe, on va dire, de programmation. Mais par rapport à l'enveloppe financière, il y aura bien 3 enveloppes distinctes pour chaque articulation de volet. Donc, il y aura bien une enveloppe pour le bâtiment, une enveloppe pour l'effluent et une enveloppe pour la performance énergétique. Mais sachant que vous, à partir du moment où vous allez déposer donc un dossier sur l'un des 3 volets, ce sera qu'un seul et même dossier qui sera considéré à chaque fois. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour un même projet, vous pourrez mettre des investissements qui correspondent à votre bâtiment, donc c'est-à-dire, par exemple, la structure du bâtiment, et vous pourrez mettre en parallèle la partie donc isolation de toiture ou isolation en bardage. Mais ce sera bien considéré comme un dépôt. Et au sein de cette programmation 2023-2027, vous aurez le droit, pour une même exploitation, à déposer simplement 2 dossiers. Dans l'ancienne programmation, donc, on avait cette possibilité-là de faire des petits équipements à chaque appel à projet. Donc là, pour ce nouveau programme, donc c'est terminé. Sur la programmation 2023-2027, vous n'aurez bien que 2 dossiers possibles à déposer au Conseil régional. Donc, au niveau, donc, je vais vous présenter donc, les 3 volets et en vous précisant à chaque fois donc, quels sont les investissements qui peuvent être éligibles. Donc, par rapport au volet bâtiment. Donc là, on a tout ce qui correspond, on va dire, au logement, au bien-être de l'animal, au confort de travail de l'éleveur, à tout ce qui est stockage de fourrage pour l'alimentation des animaux, pour l'aliment donc concentré ou céréales autoconsommées, et tout ce qui est silo d'ensilage. Ensuite, on a tout ce qui est rénovation de bâtiments. Donc, par exemple, sur des bâtiments existants, si vous voulez refaire une ventilation, si vous voulez améliorer vos conditions de travail ou les conditions de bien-être animal en mettant en place des dalles de béton sur les aires paillées. Donc, tous ces investissements-là peuvent être financés. Et ensuite, on retrouve aussi donc, tout ce qui est petit équipement, barrières, cornadis, donc abreuvoir, atelier, fabrique d'aliments à la ferme. Donc, réellement, tout ce qui a un lien avec le bâtiment et le bien-être animal. On peut aussi avoir donc tout ce qui est système de contention, tout ce qui est matériel de vidéosurveillance, de détection de chaleur, détection de vélage. Et par rapport donc à ce volet bâtiment-là, vous pouvez aussi vous faire financer tout ce qui est récupération d'eau de pluie. Donc ça va de la gouttière, des regards, de tout ce qui est canalisation, tranchées, cuves de stockage. Et si ces eaux de pluie-là, vous voulez les récupérer et vous en servir pour l'abreuvement des animaux, donc tout ce qui est système de traitement de l'eau est financé aussi. Et on a aussi, donc, lorsqu'on construit un nouveau bâtiment, des fois dans les permis de construire, donc on notifie des plantations ou des aménagements donc, de zones de manœuvre. Donc tous ces investissements-là sont financés aussi, à partir du moment où vous apportez donc des devis. Et surtout, donc, comme l'a dit Cyril, dans un premier temps, donc, tant que vous n'avez pas fait votre lettre d'intention et votre première phase de dépôt de dossier, surtout aucun devis de signé, sinon tout ce qui sera devis de signé donc, avant l'accord du récépissé de dépôt de dossier ne vous sera pas financé par la suite. Donc là, c'était pour le volet bâtiment. Donc là, on passe au niveau du volet donc, énergétique, performance énergétique. Donc, dans ce volet-là, on va retrouver tout ce qui est aménagement et matériel visant à l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ou du processus de production. Donc, on va retrouver tout ce qui est isolation de locaux d'élevage, donc isolation en toiture, par exemple, pour des vaches laitières, tout ce qui est isolation de laiterie, tank à lait, salle de traite, tout ce qui est matériel et équipement de production de chaleur, par exemple un chauffe-eau solaire,
Et tout ce qui est équipement pour le bloc trade, donc qui permet d'améliorer les performances énergétiques, c'est-à-dire donc le récupérateur de chaleur sur le tank, le pré-refroidisseur de lait. Donc tous ces investissements-là donc peuvent être financés. Et on a aussi donc le volet séchage en grange qui peut être financé donc dans ce volet performance énergétique. Par rapport au séchage en grange, il faut automatiquement qu'il y ait une étude donc, de séchage qui soit présentée pour que cet investissement-là soit financé. Et on va voir ensuite donc, le volet gestion des effluents. Alors ce volet-là, il ne concerne que les jeunes agriculteurs donc nouvellement installés depuis moins de 2 ans en zone vulnérable. Et donc, c'est vrai que nous, au niveau du département de Lyon, on n'a pas de nouvelles zones vulnérables. Donc, ça veut dire que pour la gestion des effluents, pour le moment, on ne pourrait financer que des jeunes encore jusqu'au mois de septembre 2023. On attend encore donc des réponses à nos questions par rapport à cet élément-là au niveau du conseil régional. Il devait nous fournir donc un tableau avec les dates d'échéance. Pour le moment, donc, on n'a rien reçu. Mais voilà, pour un jeune qui voudrait se mettre aux normes lors de son installation en zone vulnérable, on pourrait financer donc, tout ce qui est équipement et construction pour la gestion des effluents d'élevage, dont les couvertures de fumière, tout ce qui est séparateur de phase, et puis tout ce qui est couverture de fosse, justement, pour réduire les volumes d'effluents à épandre en supprimant les eaux de pluie. Donc, chaque volet, donc on va avoir un taux et donc des plafonds de dépenses éligibles pour les 3 volets, mais qui ne sont pas cumulatifs. Donc, au niveau du taux de financement, vous avez donc une base de 40%. Ensuite, donc, vous pouvez avoir une bonification de plus 15% si vous mettez en place un projet stratégique. Donc, je vous expliquerai par la suite donc, à quoi correspond le projet stratégique. Vous pouvez avoir aussi donc, une bonification pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 4 ans et pour lequel donc, le projet est prévu dans le PE de 20%. Ensuite, on peut avoir donc 10% pour les agriculteurs qui sont en agriculture biologique. Il y a aussi donc, la possibilité d'avoir un 10% en plus pour des projets collectifs, donc c'est-à-dire GI2E, CUMA, mais la différence qu'il y a par rapport à l'ancien PCAE, c'est qu'on pouvait avoir 10% sur les membres du GI2E de financement en plus, alors que là, c'est bien l'investissement, il faudra bien qu'il soit fait au nom du GI2E ou de la CUMA pour pouvoir bénéficier de ces 10% en plus. Et pour les exploitations donc, qui sont en zone de montagne, il y a plus 5%. Alors, sachant que voilà, si vous additionnez tous les taux, vous ne pouvez pas arriver donc à 100%. Donc, c'est un maximum donc, de 55%. Ça veut dire que, par exemple, si donc, vous avez le taux de base de 40% et que vous voulez faire un projet stratégique et que vous êtes JA, vous n'aurez que 60% de taux maximum. Et si vous n'êtes pas JA, donc si vous êtes par exemple en projet stratégique et en agriculture biologique, vous ne pourrez pas dépasser 55%. Donc ça, c'était par rapport au taux. Et ensuite, donc, on a des plafonds d'investissement finançable. Donc, il vous faut un minimum de 5 000 € d'investissement pour pouvoir monter un dossier. Et ensuite, vous avez un plafond d'investissement finançable de 100 000 €. Si vous mettez en place donc, un projet stratégique, vous aurez 30 000 € en plus. Si vous êtes en GAEC, donc là, cette partie-là, c'est bien que pour les exploitations qui sont sous forme de GAEC. Pour les SCEA et les EARL, donc c'est considéré comme une exploitation individuelle, donc vous n'avez le plafond que de 100 000 €. Mais si vous êtes en GAEC, donc avec un plafond de 3 associés, il y a 60 000 € donc pour le deuxième associé et 40 000 € pour le troisième associé. Donc, ça veut dire, par exemple, donc, un GAEC à 3 associés donc, qui mettent en place un projet stratégique, il aura donc 230 000 € d'investissement finançable. Alors, je vous ai mis donc un élément en rouge. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet stratégique, c'est quelque chose d'optionnel. Sauf que si votre projet d'investissement, si vous apportez par exemple pour plus de 200 000 € de devis dans votre projet, automatiquement, pour pouvoir bénéficier de l'aide, il vous faudra réaliser donc un projet stratégique. Donc après, voilà, vous avez 2 solutions, ou vous ne voulez pas vous engager dans le projet stratégique et à ce moment-là, vous apportez que pour 190 000 € d'investissement, par exemple. Ou alors, donc, si vous voulez donc bénéficier du projet stratégique avec le surtaux et la bonification au niveau donc, du plafond d'aide, eh bien, il faudra mettre en place le projet stratégique. Donc, pour chaque volet, on va avoir une grille de sélection, puisque c'est sous forme d'appel à projet.
Donc, tout agriculteur, malheureusement, ne peut pas monter un dossier donc, au niveau du conseil régional. Donc, on va avoir une grille de sélection par volet. Donc, pour chaque volet, il faudra un minimum de 30 points. Alors, cette grille de sélection-là, elle est divisée en plusieurs principes de sélection. Donc, on va avoir un premier principe de sélection qui s'appelle maîtrise du risque économique, où vous pouvez obtenir maximum 23 points. Donc, dans cette maîtrise, on a 3 critères. Donc, alors, au sein d'un même critère, on ne peut pas cumuler les 2 points. Par exemple, pour l'accompagnement conseil, vous aurez le choix entre les 10 points du projet stratégique ou les 5 points de l'exploitation ayant fait un audit technico-économique. Alors, je me permets juste de te couper, Isabelle, c'est pour dire à nos participants que tout ce qui va être grille de sélection, le principe qu'est en train de vous évoquer Isabelle sera le même, vous les présentera, mais pour les autres appels à projets. Voilà. Oui, et sachant que voilà, les principes de sélection, on va les retrouver dans toutes les grilles de sélection, quel que soit l'appel à projet, diversification ou agroécologie, les critères aussi, les modalités aussi, sauf que le nombre de points sera différent en fonction des différents volets dans lesquels vous allez pouvoir rentrer. Donc, au niveau de l'accompagnement conseil, on a donc la modalité projet stratégique. Donc, qu'est-ce qu'un projet stratégique? C'est un conseil stratégique d'exploitation qui est validé par un diagnostic global en amont des investissements et les investissements du projet figurent dans les préconisations. Donc, ce projet stratégique-là, il doit être mis en place depuis moins de 24 mois. Et par contre, il sera valable sur toute la durée de la programmation. Donc, ça veut dire que si vous mettez en place un projet stratégique et que vous avez, par exemple, des investissements à réaliser en 2026, eh bien, il faudra les prévoir dans ce projet stratégique afin de pouvoir bénéficier de ces 10 points et que ces 10 points-là puissent vous servir dans votre deuxième dossier que vous déposerez, par exemple, en 2026. Donc, dans le projet stratégique, on a différentes possibilités. Donc, ça peut être un audit de transition, un audit de performance ou un audit bas carbone, donc CAP2ER, mais ce n'est pas le simple diagnostic CAP2ER qu'il faut mettre en place dans ces conditions-là. Il faut aussi justifier donc un plan d'action et qu'à travers ce plan d'action-là, on puisse retrouver les investissements que vous allez mettre en place dans votre dossier PSN. Donc, sur cet aspect-là, sur les audits, il faut savoir que ce sont des audits qui fonctionnent sur appel à projet du conseil régional, auquel la Chambre d'agriculture, nous avions répondu. Mais donc, c'est sur ces audits-là, en sachant qu'effectivement, vu comme vous l'a dit Isabelle, il y a un intérêt sur les plafonds, il y a un intérêt sur le taux de subvention, et donc un nombre de points qui est relativement important pour atteindre les 30 points. Donc, force est de constater que certains d'entre vous se disent très intéressés par le faire. Une des questions qui se pose, c'est en termes de complétude du dossier, puisqu'il faut que l'audit soit dans le dossier, et que ça ne vous a pas échappé qu'on est au mois de juillet et qu'il faut faire, s'il y a des audits à réaliser. Je n'ai pas encore la réponse sur la date à fournir l'audit, si c'est au 31 octobre ou 31 décembre de la part ou 30 décembre de la part du conseil régional. Donc on est dans cette attente-là. Aujourd'hui, on engage des audits avec certains, mais on n'est pas aujourd'hui dans la certitude de pouvoir réaliser l'ensemble des demandes, puisqu'effectivement, forcément, il y a un intérêt à faire ce projet stratégique-là. Donc, il faut simplement, je leur précise, que dans le plan d'action soit écrit les investissements prévus dans ce financement. Donc voilà, donc si par exemple vous avez un investissement de moins de 100 000 € et que vous êtes par exemple JA, donc vous avez déjà 60% de taux de subvention, donc vous ne partez pas sur ce système projet stratégique, mais par contre vous pouvez avoir donc une exploitation ayant fait l'objet d'un audit technico-économique ou d'une étude spécifique liée à l'investissement de moins de 24 mois, et dans ces conditions-là, ça vous apporte 5 points au niveau de la grille de sélection. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que le projet stratégique pour un JA, il a automatiquement les points puisque son PE, c'est égal au projet stratégique. Ensuite, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas cumuler les 10 plus 5. Donc, dans le conseil accompagnement, ce sera ou 10 ou 5 points que vous pouvez avoir. Ensuite, on a un critère sécurisation des revenus. Donc là, ce serait pour les exploitations qui seraient déjà diversifiées ou en cours de diversification en termes de sources de revenus. Donc, dans ces conditions-là, vous pourriez avoir 7 points. Ou alors, si vous mettez en place un bâtiment d'engraissement, donc dans le cadre d'une contractualisation ou d'une vente directe,
Donc c'est pareil, il faudra le justifier par le biais d'une étude ou par le biais d'un contrat avec donc l'intégrateur. Là, donc vous pourriez aussi avoir 7 points. Donc c'est pareil, dans ce critère-là, sécurisation des revenus, c'est ou l'un ou l'autre. Ensuite, on a un critère démarche qualité. Donc là, on va retrouver dans cette ligne-là tout ce qui est atelier donc en agriculture biologique et tout ce qui est exploitation en signe de qualité. Donc ça peut être, par exemple, donc pour des éleveurs d'ovins, ça peut être en label rouge. Pour des éleveurs de bovins allaitants, ça peut être le signe Charolais de Bourgogne ou du label rouge aussi. Donc voilà, on va retrouver ici donc tout ce qui est démarche qualité. Et ensuite, donc, pour les collectifs, il faudra, par exemple, pour un GI2E qui voudrait monter un dossier, il faudra qu'il y ait 25% des exploitations qui soient en SICO. Et donc, dans ces conditions-là, vous aurez 6 points au niveau de la grille de sélection. Ou alors, on peut avoir aussi des agriculteurs qui sont en cours de conversion agriculture biologique ou en cours de contractualisation de signes de qualité. Et à ce moment-là, vous aurez 4 points dans la grille de sélection. Donc là, vous voyez que si on additionne, par exemple, les 10 au niveau du projet stratégique, les 7 au niveau sécurisation des revenus et les 6 au niveau donc, de la démarche qualité, on arrive à 23 points maximum. Ensuite, on a un volet donc type de porteur de projet. Donc c'est là où on va retrouver donc, les jeunes agriculteurs installés avec la DJA, donc ils vont avoir 13 points, qui vont bien venir se cumuler avec le projet stratégique donc de 10 points. Donc ça veut dire qu'un JA déjà de base, il a 23 points au niveau de la grille de sélection. Ensuite, on a aussi un critère, donc nouvelle installée depuis moins de 5 ans à la date du dépôt du dossier. Donc là, il aura 8 points. On peut aussi avoir donc une exploitation à moderniser dans un objectif de reprise d'exploitation. Ça veut dire qu'un agriculteur là qui a par exemple 60 ans et qui a un jeune donc qui prévoit de reprendre l'exploitation et qui est déjà dans la procédure donc d'installation. Donc cet exploitant là pourra avoir les 8 points. Si c'est une CUMA qui dépose le dossier, donc il peut avoir 10 points. Ensuite, donc, on a des membres partenariats européens pour l'innovation, donc des PEI, où là, on a 5 points. Et on a donc toutes les associations donc à objet agricole ou fermes de lycée, où on peut avoir 4 points. Et alors, donc là, c'est adhérents GI2E et investissement en lien avec le projet du GI2E, vous pourrez avoir 2 points. Ensuite, on va avoir donc un principe de sélection sur la santé et la sécurité humaine. Donc là, c'est le critère conditions de travail. Donc sous ce critère-là, le Conseil régional a voulu mettre 2 modalités d'application. Donc amélioration des conditions de travail de type 1 ou de type 2. Alors dans le type 1, c'est tout ce qu'on avait avant sous le terme rénovation, petit équipement, mais petit équipement pour tout ce qui est dans le sens réellement amélioration des conditions de travail, donc système de contention, tout ce qui est caméra de vidéosurveillance, détection de vélage, détection de chaleur. Alors que si vous faites une nouvelle stabulation, par exemple, sans système de contention ou oui, principalement une stabulation, donc sans système de contention, vous n'aurez que 7 points au niveau de l'amélioration des conditions de travail. Donc ça, après, voilà, donc ce critère-là, c'est réellement à voir par rapport aux différents devis que vous allez apporter dans votre dossier et de savoir comment vous allez présenter votre projet. Ensuite, donc, on a un principe de sélection donc, sur le bien-être animal, santé et sécurité animale, donc vous pouvez avoir maximum 11 points. Donc, on a un premier critère qui correspond au bien-être animal. Donc, dans ce critère-là, on a des points pour tout ce qui est filière porcine et avicole, mais simplement en élevage plein air. Et pour les élevages laitiers, donc filière lait standard, toute espèce laitière confondue, donc que ce soit en bovin, ovin, caprin, équin, si votre surface en herbe, donc prairie temporaire plus prairie naturelle, est supérieure à 50% de votre SAU, vous pourrez avoir 6 points dans la grille de sélection. Ensuite, au niveau du bien-être, on a pour toutes les autres filières, tout ce qui est équipement et matériel inscrit dans la liste d'investissements favorisant le bien-être animal. Donc là, c'est tout ce qui est cornadis, abreuvoir, tout ce qui est système de contention, tout ce qui est système de ventilation donc, dans le bâtiment. Donc on a une liste, vous pourrez la voir aussi donc, sur le site du Conseil régional, il y a toute une liste d'équipements qui sont définis dedans. Donc là, vous pourrez avoir 7 points.
Et vous avez la possibilité donc de réaliser un diagnostic externe bien-être animal type Boviwell. Alors, le Boviwell, c'est pour la partie bovine. Par exemple, pour les systèmes ovins et caprins, on n'a pas de diagnostic reconnu sur le bien-être animal. Donc, il faut prendre les autodiagnostics donc, reconnus par le ministère de l'Agriculture. Ensuite, on a un critère sur tout ce qui est biosécurité. Donc là, c'est pareil, on va être confronté à un même problème parce qu'au niveau des audits de biosécurité externe, au niveau des productions bovines, ovines, caprines et équines, on n'a pas d'audit biosécurité. On n'en a que pour les filières volailles et porcines. Donc, ça veut dire que normalement, pour le moment, on a demandé au Conseil régional à ce que l'autodiagnostic puisse être pris en considération pour pouvoir bénéficier de ces 4 points-là. On attend toujours la réponse. Et donc, si vous voulez faire financer les équipements de biosécurité, donc c'est pareil, on a une liste qui est définie dans l'arrêté régional. Là, vous pourrez avoir 3 points. Donc, c'est vrai que par rapport à ces 2 critères-là, bien-être animal et biosécurité, il faut directement aller voir dans les listes d'investissement pour voir si vous pouvez répondre à ces critères-là. Ensuite, toujours dans le volet donc bâtiment, on a un principe de sélection sur tout ce qui est prise en compte du dérèglement climatique sous la rubrique résilience bâtiment. Donc là, vous pouvez obtenir donc un maximum de 35 points. Donc on a un premier critère par rapport à la sobriété en eau. Donc là, ce serait tout ce qui est système d'installation et équipement économe en eau. Par exemple, pour des éleveurs laitiers, si vous mettez en place donc des recyclages d'eau blanche, c'est-à-dire que vous allez utiliser l'eau de rinçage de votre salle de traite ou de votre robot pour nettoyer les quais. Donc là, vous aurez 6 points. Et donc, dans cet élément-là, ce qui peut être financé, c'est la cuve et puis tout ce qui est donc canalisation et tuyaux, donc pour pouvoir connecter ou brancher le réseau d'eau à une cuve tampon. Ensuite, on a la sobriété énergétique. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le volet modernisation et adaptation des exploitations d'élevage au dérèglement climatique, vous avez le volet bâtiment, mais vous avez aussi le volet énergie. Donc, si vous déposez en même temps un volet bâtiment et un volet énergie, vous aurez automatiquement 6 points. Et ensuite, on a tout ce qui est équipement économe en énergie ou production d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire que voilà, si vous voulez mettre en place, par exemple, un chauffe-eau solaire, eh bien, vous aurez donc ces 4 points-là de production d'eau chaude, par exemple. Ensuite, on a un critère autonomie en eau. Donc là, la différence entre la sobriété et l'autonomie, là, c'est réellement pour utiliser de l'eau de pluie pour économiser l'eau potable pour l'alimentation ou de l'abreuvement de vos animaux ou pour le lavage de votre salle de traite ou pour le lavage, par exemple, du matériel ou d'une aire de lavage. Donc, c'est bien stockage d'eau pour économiser l'eau potable existant. Alors, si vous avez mis en place, oui, donc un système de stockage d'eau depuis moins de 5 ans à la date du dépôt du dossier, il faudra le justifier avec des factures. Et donc, dans ces conditions-là, vous pourrez aussi obtenir les 9 points, même si vous n'avez pas de travaux à réaliser pour cet appel à projet-là. Donc, ce critère-là, donc, ça va vous permettre d'améliorer la résilience de l'exploitation face aux sécheresses. Ensuite, on a un critère aussi, autonomie alimentaire. Donc là, en l'occurrence, c'est pour les agriculteurs qui voudraient mettre en place donc, un projet de stockage de fourrage et ou d'aliments. Donc, par exemple, si vous autoconsommez vos céréales et que vous voulez donc construire un bâtiment pour pouvoir mettre vos cellules de céréales et puis un aplatisseur ou mettre en place une fabrique d'aliments à la ferme. Donc, non, la fabrique d'aliments à la ferme, elle est juste en dessous. Donc, mais c'est surtout par rapport à tout ce qui est donc stockage de céréales à plat ou en cellule. Donc, ça peut rentrer dans ce critère-là. Ou même des silos d'ensilage aussi, donc ça peut être financé. Et dans ces conditions-là, vous avez les 9 points. Vous avez aussi une rubrique sur voilà, le projet de fabrique d'aliments à la ferme, où là, donc, vous avez 4 points. Et pour les agriculteurs, donc, avec la pénurie de paille, qui voudraient mettre en place donc, du stockage de boîtes litières destinées donc, aux animaux de l'exploitation. Alors, si vous mettez en place aussi donc, un plan de gestion du bocage, vous pourriez avoir 5 points sur la grille de sélection. Ensuite, on a donc la dernière partie de la grille sur le volet bâtiment. Donc, c'est la prise en compte du dérèglement climatique, mais sous les rubriques critères communs. Donc, il y a un critère qui s'appelle bonne pratique.
Donc, je vous disais tout à l'heure que dans le projet stratégique, vous pouviez mettre en place un diagnostic CAP2ER, mais il fallait donc faire un plan d'action par la suite. Donc, si vous ne faites pas de plan d'action, mais que vous avez réalisé donc un audit bas carbone, vous pourrez avoir les 9 points dans ce critère-là, donc bonne pratique. Ou alors, si vous mettez donc des pratiques agricoles exemplaires, si vous faites partie par exemple d'un groupe 30 000, d'un groupe défi, ou si vous avez fait une demande de MAEC, donc système herbager, polyculture élevage et herbivore, là vous aurez 4 points automatiquement. Ensuite, on a un critère, donc zone en déficit de renouvellement ou zone de déprise. Donc la zone de déprise, on a une carte de toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc si votre commune est dans cette carte-là, ben, vous aurez automatiquement les 7 points. Ensuite, donc le dernier critère, c'est pour les agriculteurs qui construisent donc un bâtiment. Ça s'appelle donc construction bois et insertion paysagère. Donc, au sein de ce critère-là, donc vous avez 2 sous-chapitres. Si votre bâtiment, c'est une construction en bois, et si votre projet est entièrement en bois local, donc charpente et bardage, vous aurez 5 points. Et si par contre, donc, il est partiellement en bois et où vous avez ou que la charpente ou que le bardage, vous n'aurez que 3 points. Mais par contre, quand on appelle construction en bois, c'est bien un bois spécifique. Donc, il faut que ce soit un bois donc AOC du Jura, Morvan, Massif Central, ou produit transformé et mis en œuvre en Bourgogne-Franche-Comté, ou alors qu'il soit donc mis en œuvre par une scierie à moins de 100 km du siège de l'exploitation. Donc ça, simplement, quand vous faites faire un devis à votre constructeur, vous lui demandez donc qu'il précise sur son devis où il se fournit en bois. Merci, Céline. Ensuite, donc, on a le volet intégration paysagère. Donc, si vous mettez en place une intégration paysagère dont, par exemple, donc, un bardage bois sans provenance locale, vous aurez 4 points. Et alors, ce qu'on appelle intégration paysagère, c'est bien le volet paysager du permis de construire, mais qui est visé par un architecte. Donc, voilà, ça, c'était pour la partie volet bâtiment. Alors, je vais vous présenter, donc... Ah, il est mis 2 fois. Je vais vous présenter maintenant donc de la même manière donc pour la grille de sélection pour le volet énergie. Donc là, je vais passer très vite sur les 2 premiers critères parce que voilà, donc ce sont exactement les mêmes modalités. Il y a juste le nombre de points qui est modifié et il vous faut toujours pareil un minimum de 30 points. Où je vais m'arrêter plus précisément, c'est voilà par rapport aux critères spécifiques volet énergie. Donc, on a un critère performance énergétique, donc avec une première modalité rénovation dans le but d'optimiser et ou d'économiser l'énergie. Donc là, par exemple, vous voulez isoler une laiterie, donc vous aurez donc 16 points. Ou alors, aménagement de locaux et matériels visant à améliorer la performance énergétique des bâtiments. Oui, non, c'est l'inverse. Rénovation dans le but d'optimiser et ou économiser l'énergie, c'est sur le matériel. Et là, donc, l'aménagement de locaux, c'est par rapport à l'isolation donc de la laiterie, par exemple. Ensuite, donc, on a aussi un critère équipement en rénovation ou nouvel équipement avec un gain d'énergie par rapport à la situation initiale ou standard, où vous obtiendrez 6 points. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire... Ah non, il ne le précise plus. C'est que vous avez donc, pour pouvoir avoir les points dans la grille de sélection, il faut mettre en place donc un diagnostic Diater pour pouvoir justifier en fin de compte de l'amélioration du gain d'énergie que vous pouvez avoir entre la situation initiale et la situation après mise en place donc, de vos investissements. Et ensuite, au niveau, donc, on a un critère type d'investissement avec une première modalité, donc si vous faites un investissement sur le poste bloc traite où vous aurez 8 points. Si vous mettez en place donc une production d'énergie renouvelable sans soutien tarifaire, par exemple les agriculteurs qui voudraient mettre en place, donc surtout en élevage laitier, donc un système de tracker pour être en partie autonome sur la production d'énergie, donc vous auriez 13 points. Juste de préciser peut-être ce que c'est qu'un tracker. Ah, un tracker, donc c'est ce sont des panneaux solaires donc positionnés sur un pied et qui suivent l'avancée du soleil. Donc ça vous permet, si vous voulez, de ne pas avoir donc un champ de panneaux photovoltaïques. Donc c'est dimensionné aussi en fonction de votre besoin.
et vous pouvez installer ça donc à côté de votre bâtiment. Mais voilà, il faut que vous ayez besoin de l'électricité, donc on va dire toute l'année, pour que ça puisse être rentable. Donc c'est pour ça souvent qu'on le voit installé donc en système atelier laitier, que ce soit en bovin ou en caprin. Et si vous mettez en place donc un séchage en grange des fourrages, vous pourrez obtenir donc 13 points. Donc ça, c'était pour le volet donc grille de sélection énergie. On va avoir donc le même principe de grille de sélection pour le volet gestion des effluents. Donc je ne reviens pas sur la maîtrise des risques, je ne reviens pas sur le type de porteur de projet. Je reviens simplement donc sur la partie donc critères spécifiques pour le volet effluent. Donc là, on a un critère en jeu eau. Donc, si votre siège d'exploitation est situé donc sur une aire d'alimentation de captage prioritaire, vous allez avoir 16 points. Si vous mettez en place un système de compostage de votre fumier, vous pourrez avoir 10 points. Mais c'est pareil, donc au niveau de ce critère spécifique volet effluent, comme je vous ai dit tout à l'heure, au sein d'un même critère, on ne peut pas cumuler les deux. Donc, ce sera ou 16 ou 10. Ensuite, donc, on a conception des ouvrages. Donc, si vous mettez en place, donc, si vous avez déjà un plan d'épandage, vous avez 10 points. Et si vous mettez en place donc, une couverture des fosses ou une couverture donc d'un ouvrage de stockage fumière, vous obtiendrez 5 points. Donc, au niveau des grilles de sélection, donc voilà, à chaque fois, il faut un minimum de 30 points. Et automatiquement, en fonction donc, de l'enveloppe que l'on va avoir, eh ben, ne pourront être financés que les agriculteurs qui ont un maximum de points. Donc là, c'est bien pour ça que pour les agriculteurs qui sont aux alentours des 30 points au niveau de la grille de sélection, et si vous ne faites l'investissement qu'à condition d'avoir la subvention, je vous conseille fortement d'attendre le printemps prochain avant de pouvoir signer des devis ou commencer vos investissements. Parce que sachant que tout devis qui aura été signé, si toutefois vous n'aviez pas la possibilité d'être retenu cette année et que vous vouliez déposer l'année prochaine le même dossier, ben automatiquement, si vous avez commencé des travaux, tout travaux commencés ne pourra pas être financé. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, il y a quelques questions par écrit où j'ai commencé à répondre, mais simplement peut-être leur dire dans la suite de ce que tu viens d'évoquer, c'est que le fait, on a dit, l'accès aux 30 points. Donc, il y avait une question là, de Sébastien qui disait, mais est-ce que je suis obligé de réaliser un projet stratégique? Il n'y a pas d'obligation à rejoindre un projet stratégique si tu accèdes, enfin, si tu souhaites accéder aux 30 points. Après, la question qu'il y a, et ça on se la pose, c'est de se dire que, et si j'ai 35 points, est-ce que je suis sûr d'avoir la subvention? Et bien là, non plus, tout va dépendre du nombre de porteurs de projets de subvention. Et si tout le monde a 50 points, celui qui aura 35 points, en fonction des enveloppes de ce qu'a prévu, ce qu'a dit tout à l'heure Isabelle, on n'a aucune certitude. Alors, oui. Ce qu'il faut juste savoir, c'est on a fait donc un rapprochement par rapport à l'année 2021 où on avait à peu près la même enveloppe financière donc de financement, cofinancement FEADER, Conseil régional, ministère et Conseil départemental. Et on s'aperçoit donc qu'avec cette même enveloppe cette année, du fait que les montants et les taux sont supérieurs, on ne pourra pas financer autant de dossiers qu'en 2021. Donc c'est pour ça qu'on reste très prudent sur les agriculteurs qui n'auraient qu'autour de 30 points. Quoi. Sur l'aspect, alors que j'ai une question de... Donc on a répondu sur la question. Sur Pierre qui demandait qu'est-ce que c'est le plan de professionnalisation pour les nouveaux les NA, les nouveaux agriculteurs. Donc le plan de professionnalisation, c'est quelque chose qui est fait notamment, alors qui est fait pour tous. C'est des formations liées à la création d'entreprises et notamment ceux qui demandent ou pas à bénéficier des aides à l'installation, mais il y a des personnes qui accèdent. Et donc, il y a des formations à la création d'entreprises de 3 à 8 jours. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le plan de professionnalisation. Après, la question de Pierre, je crois aussi. Alors, il y a une question de Boris qui disait si le PE a plus de 24 mois, ça ne compte pas comme un projet stratégique. Ah non, le PE, oui. Alors là, oui, je me suis peut-être mal exprimée. Alors, par rapport au PE, en fin de compte, il a une durée de 4 ans. Donc, pour le projet stratégique, le PE, il a la durée de 4 ans. Donc, il y aura bien les points projet stratégique et PE pour la durée des 4 ans d'installation du jeune agriculteur. Donc Boris, c'est encore bon. L'autre chose, Pierre qui posait la question de se dire
Qui peut faire l'audit technico-économique? C'est sur la deuxième ligne. Alors, pour les 5 points du technico-éco, donc ça peut être un centre de gestion, ça peut être la chambre d'agriculture, c'est tout ce qui est donc bureau d'études, donc habilité à faire une étude technico-économique. Voilà. La question de Sébastien qui dit qui accorde les points. Alors, qui accorde les points? C'est que là, Sébastien, tu prends la grille de l'appel à projet qui est dont tu veux bénéficier. Oui. Et c'est toi qui vas cocher et qui va te dire, bon ben moi si je coche ça, je suis JA, j'ai 17 points, voilà, j'en ai 35. Et quand le conseil régional, ils feront la même chose quand tu recevras le dossier. Voilà, à chaque critère, en fin de compte, quand vous allez remplir votre formulaire, donc sous forme dématérialisée, vous aurez des pièces à fournir au fur et à mesure de chaque critère. Et si vous n'apportez pas les pièces correspondant à ce critère-là, ben même si vous avez entouré les 7 points ou les 10 points, et si vous n'avez pas apporté la pièce nécessaire, ben malheureusement, le conseil régional, lui, ne prendra pas ce critère en considération. Le gars Comay qui pose la question, pour le même projet, peut-on faire 2 demandes de subvention? Alors, oui, donc c'est là où, pour le moment, on n'a encore pas la réponse en certitude, parce qu'il est bien notifié donc, dans l'arrêté régional qu'il notifie qu'il faut que le projet soit autonome. Alors, c'est vrai que ce soit pour une stabulation vache allaitante ou pour une stabulation vache laitière, on pourrait se dire, eh bien, on divise le bâtiment en 2. Donc, on notifie donc, par exemple, sur une stabulation de 80 mètres sur 30 mètres de large, on fait un premier dossier donc avec 40 mètres sur 30. On dit au constructeur, donc il nous chiffre le bâtiment, on fait l'aménagement intérieur pour ces 40 mètres sur 30. Et en parallèle, on dépose le deuxième même dossier, en fin de compte, pour les 40 autres mètres. Donc ça, on a posé la question au conseil régional et pour le moment, on n'a pas de réponse. Parce que moi, on considère en fin de compte que, alors pour un éleveur laitier, ça pourrait être de dire, on met le bloc traite avec la partie box d'isolation et local technique pour un premier appel à projet et la partie logement des animaux pour le deuxième appel à projet. Donc, on considère que ces 2 éléments-là peuvent vivre l'un sans l'autre, puisque l'agriculteur qui a des vaches laitières avait déjà un ancien bâtiment et il pourrait très bien dire, je fais le déplacement de mes animaux de l'ancienne stabulation au nouveau bloc traite. Donc là, on attend encore la réponse du conseil régional. Fanny, tu peux ouvrir ton micro, je crois que tu as levé la main pour poser une question. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'envoie pas les messages. C'était pour ça, parce que moi, je m'installe en maraîchage. Est-ce que, alors, vous êtes très sympathique, mais est-ce que ça sert à quelque chose que je reste jusqu'au bout ou pas? Si la politique diversification. Alors, ça peut... Fermez votre micro, s'il vous plaît. Ça peut t'intéresser, Fanny, sur la partie diversification, production émergente, si tu as des investissements qui sont prévus sur cet aspect maraîchage, puisque là, Isabelle a présenté toute la partie effectivement bâtiment, effluent et énergie qui concerne plutôt l'élevage. Après, effectivement, on va avoir la partie agroécologie qui va être plutôt sur du matériel. Et donc, tous les aspects production, maraîchage, production émergente sont plutôt dans le 3e appel à projet. Donc, soit tu restes, soit tu regarderas la webinaire si tu vois qu'il y a peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Ou, je ne l'ai pas dit au départ, mais ce qu'on a dit, c'est sur le site de la Chambre, mais quand on vous avait envoyé le mail d'invitation, dedans, vous retrouvez les arrêtés sur le site. Donc, vous pouvez retrouver les grilles, les listes des équipements, voilà. Donc, c'est toi qui vois. Une question de Boris. Le lait au pêche à ours, est-ce que c'est considéré comme système de qualité? Oui. Alors, on attend normalement le nouveau règlement, mais dans l'ancien système, donc c'était un signe de qualité. Y a-t-il des questions? Alors, soit ça passe par le chat parce que on les voit écrits, sinon quelqu'un, Pierre, qui souhaite poser une question, vas-y, Pierre. Ouais. Du coup, pour revenir à la justification de capacité professionnelle pour les nouveaux installés, dans la page 16 de l'arrêté, en fin de compte, ils disent que la formation et ou compétences
ça suffit. J'ai lu qu'il fallait 40 mois, en fin de compte, les 5 dernières années. Alors, la question Du de... coup, ça se contredit un peu. Ouais, alors il faut savoir que, ce qui se passe, c'est qu'en même temps, le conseil régional, aujourd'hui, on était sur une réglementation en matière d'installation qui était nationale, et qui, notamment pour l'obtention de la DGA, et qui aurait dû s'arrêter au 1er janvier 2023. Il s'avère que cette réglementation se poursuit jusqu'au minimum au 1er janvier 2024. Et donc, le conseil régional, qui reprend la main sur ces aspects-là, en train d'écrire le cahier des charges qui va imposer pour obtenir les aides à l'installation. On ne les connaît pas encore. Et donc, dedans, et là, je vous rejoins sur cet aspect-là, effectivement, maintenant, on parlait aujourd'hui, pour avoir les aides d'installation, ce n'était que avoir moins de 40 ans, la capacité professionnelle, le diplôme ou une VAE, validation d'acquis d'expérience. Et aujourd'hui, on parle effectivement de... Donc là, on le dit, justifier la capacité professionnelle, c'est être titulaire d'un diplôme, voilà, ou une activité professionnelle. La question ce qu'on ne sait pas encore, c'est comment ça sera justifié. Parce que justifier, donc il y a a priori un diplôme, une activité professionnelle dans le secteur, et donc là on le voit au minimum 40 mois au cours des 5 dernières années. Bah, a priori, si c'est votre cas, et qu'on pourra le justifier, pour l'instant je ne sais pas encore comment on va le demander, mais ça pourrait le faire, et donc vous pourriez être considéré comme jeune agriculteur dans le cas qui est évoqué. Oui, parce que ce qu'il faut savoir en fin de compte, c'est qu'il y a eu un premier appel à projet d'ouvert, donc là au printemps, mais que pour les jeunes agriculteurs installés avec les aides depuis moins de 4 ans. Mais on n'a pas de retour. On sait simplement que sur les 125 dossiers qui ont été déposés, il y en avait 120 à compléter. Il n'y en avait que 5 de complets. Et on n'a pas de retour des éléments qui manquaient ou qui n'étaient pas fournis correctement, quoi. Pierre, est-ce que ça répond partiellement à la question, mais je n'ai pas toutes les réponses. On n'a pas de réponse. Ouais, c'est bon. Ouais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe sur l'autre aspect transition écologique. Eh bien, je te laisse la parole, Tiffany. Merci. Voilà, donc accompagnement des transitions agroécologiques des productions végétales. Donc, il y a une liste d'investissements éligibles. Alors, voilà, pour répondre aux enjeux suivants, vous allez voir que la liste est plus large en fait que sur l'appel à projet du PCAE avant. Donc, efficience de l'irrigation à la parcelle. Donc là, j'ai mis les gros titres, hein, sachant qu'après, il y a le détail dans l'arrêté de chacun des équipements qui sont éligibles ou non pour chacun des enjeux. Stockage d'eau pluviale, donc c'est pour récupération et traitement, mais uniquement pour nettoyage des bâtiments ou du matériel, lavage des fruits et légumes après potabilisation, remplissage des pulvées, pour tout ce qui est abreuvement des animaux. Isabelle l'a présenté précédemment. Protection contre la grêle, protection contre le gel, filet, capteur, là ce sont pareil que des exemples, hein, de ce qui peut être mis dedans. Réduction des intrants, donc désherbage mécanique, on parlait des décimeuse tout à l'heure, voilà, ça rentre dedans, coupure de tronçons par GPS, pesée embarquée, DPA pour fumier, les aires de lavage aussi qui rentrent maintenant dans la transition agroécologique. Lutte contre l'érosion avec des matériels comme le Striptil, Rollo Faca. Aide à la prise de décision et de précision, c'est tout ce qui est par exemple les pilotages de la fertilisation. Autonomie alimentaire, donc là on est sur des matériels pour la gestion de l'herbe, mais uniquement pour les structures collectives. Entretien des haies, broyeurs, déchiqueteuses, également aussi réservés aux structures collectives. Implantation de haies et d'arbres, plantation, paillage, protection notamment. Et développement des protéines végétales, faucheuses andéneuses, tri, sachant que certains équipements dans cet enjeu-là sont réservés pareil aux structures collectives, d'autres non. Donc après, avoir le détail pareil dans la réponse. Donc sont éligibles globalement les investissements immatériels, donc logiciels, licences, hein, quand on parlait du logiciel de fertilisation, etc. Études et diagnostics d'avant-projet et les investissements matériels qui ont été listés.
Et il y a aussi des conditions d'éligibilité spécifiques pour chaque enjeu. Je vous disais par exemple, pour récupération d'eau, c'est uniquement, enfin voilà, c'est pas pour l'abreuvement du bétail. Donc il y a des conditions d'éligibilité qui sont précisées pareil dans l'arrêté pour chaque enjeu. Et la liste des dépenses non éligibles, je vous laisserai la consulter sur l'arrêté parce que c'est assez long, mais en gros c'est comme avant, on ne peut pas demander le PSN sur des matériels d'occasion par exemple. Et voilà, il y a toute une liste aussi, investissement en copropriété non plus, enfin voilà. Au niveau du taux d'aide, on est de la même manière sur un taux d'aide de base en fait à 40%, donc qui est un peu réévalué par rapport à avant. Si on est dans le cadre d'un projet stratégique, ça rajoute 15%. Si on est jeune agriculteur, nouvel agriculteur, alors avec les restrictions qu'on a mis avant, c'est plus 20%, plus 10% en agriculture biologique, plus 10% pour les collectifs, plus 5% pour les montagnes, sachant qu'on peut cumuler qu'à hauteur de 55% maximum de taux d'aide, avec 60% dans le cas des JA et nouvel agriculteur. Au niveau du projet, on a un plancher à 5 000 €, c'est-à-dire qu'il faut présenter minimum 5 000 € de dépenses d'aide. Ce sera pris en compte de base jusqu'à la hauteur de 30 000 €, sachant qu'on peut rajouter pareil des enveloppes en plus qui sont, elles, cumulables. Donc, dans le cas d'un projet stratégique, on peut aller à 15 000 € en plus, donc ça se lie en fait, c'est-à-dire que si on a un projet stratégique, qu'on n'a rien d'autre, on peut avoir donc 40% d'aide plus 15%, donc 55%, et 30 000 € plus 15 000, donc sur 45 000 €. Quand on est en GAEC, plus 20 000 € pour un deuxième associé, plus 10 000 € pour un troisième associé de GAEC. Donc ça, pareil, c'est cumulable. Hein. Si le GAEC a un projet stratégique, on rajoute aussi les 15 000 € et on rajoute le nombre d'associés en fonction du nombre d'associés du GAEC. Et pour les groupements d'agriculteurs, donc GI2E, CUMA, on rajoute 70 000 €. Et tout ça est cumulable. Après, sur la grille de sélection, la note minimale de 30 points. On a pareil, ça s'organise un peu de la même manière que la grille que Isabelle vous a présentée, en différents principes de sélection. Je ne vais pas revenir sur ceux qui ont déjà été présentés. Maîtrise du risque économique, donc le projet stratégique ramène 14 points. Un audit technico-économique en ramène 7 et les conseils stratégiques CUMA 7. Sécurisation des revenus, alors exploitation diversifiée, c'est 11 points. Donc là, c'est large en termes de diversification. Après, on a le bloc qualité, démarche de qualité, donc atelier en bio ou psycho, alors hors viticulture, 10 points. Conversion bio, 8 points. Type de porteur, donc JA qui est installé avec la DJA, c'est 15 points. Nouvelle installée de moins de 5 ans, 9 points. Exploitation à moderniser dans un objectif de reprise, 9 points. Pour les CUMA, ça amène 10 points. Investissement en commun, alors là, c'est le cas d'association, par exemple, pour les aires de lavage, 7 points. Membre d'un partenariat européen pour l'innovation et investissement en lien avec le projet de ce projet, 7 points. ESS, donc alors c'est là, c'est les structures d'économie sociale et solidaire en objet agricole, ferme de lycée agricole, ça en est pas. Adhérent GI2E et investissement en lien avec le projet du GI2E ramène 4 points. Après, donc sur le bloc zonage territorial, donc pareil, c'est le même principe que ce qu'expliquait Isabelle, on ne peut pas cumuler. Hein, là, on est limité à 14 points, donc soit on est dans un territoire prioritaire des agences de l'eau, soit on est situé en zone de déprise. Donc, territoire des agences de l'eau, principalement dans Lyon, on est sur Seine-Normandie. Donc, les territoires prioritaires, on a demandé, on n'a pas encore de réponse précise, mais dans d'autres projets, les territoires prioritaires, c'est les aires d'alimentation de captage, merci, prioritaires et avec éventuellement un programme d'action. Donc, c'est encore à préciser ce qu'ils entendent comme territoire prioritaire. Les zones de déprise, on a la carte, donc pour savoir si vous êtes situé dedans, ça vous pourrez aussi le voir sur la carte. Après, tout le bloc, en fait, environnement, ça se comprend dans quel enjeu finalement vous allez investir. Donc ici, c'est tout ce qui est les équipements pour la réduction d'intrants. Sous-divisé en matériel de suppression de l'utilisation des produits phytosanitaires, 14 points. Donc là, en fait, à chaque fois, c'est noté dans l'arrêté, c'est-à-dire que vous allez savoir très précisément si vous investissez pour une estimeuse, par exemple, dans quoi ça va rentrer et combien de points ça vous ramène.
Réduction de la pollution par les fertilisants et les phytos, 12 points. Matériel pour la réduction de l'utilisation des phytos, 12 points aussi. Prise de décision et de précision, 5 points. Alors après, on a le bloc un peu autonomie alimentaire, donc entretien des prairies, mais c'est réservé au CUMA, 8 points. Équipement en faveur du développement des protéines végétales, 12 points. Le bloc lutte contre l'érosion, donc projet de plantation de haies ou d'éléments arborés, 10 points. Et entretien des haies uniquement pour les CUMA, 10 points. Après, dans le bloc pratique agricole exemplaire, c'est si vous êtes engagé, par exemple, dans un PSE, paiement pour services environnementaux. Alors, c'est assez localisé. Hein. Je sais que dans Lyon, c'est notamment avec Haute-Paris où on peut avoir droit à ces aides-là. Membre de groupe 30 000, défi, bénéficiaire MAEC, 8 points. Donc, c'est toute MAEC, hein, zone intermédiaire, celle pour l'élevage, etc. Et démarche bas niveau d'intrant, 8 points, sachant que là, il n'y a pas le détail. Pour l'instant, on a demandé, mais on n'a pas de réponse de ce qui rentre dans la démarche à bas niveau d'intrant. Donc, c'est encore à préciser. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je n'ai pas vu de questions sur ce que vous avez posé par écrit, mais peut-être que vous avez des questions sur la partie agroécologique à l'oral. Qui inclut du coup voilà, aire de lavage, c'est pas un volet séparé. Quoi. Alors, Pierre. Du coup, c'est par rapport au territoire prioritaire des agences de l'eau. Comment on fait pour savoir si on est dedans ou pas? Parce que j'ai fait une demande, j'ai appelé moi le numéro là d'astreinte et j'ai envoyé également un mail et j'ai pas réussi à avoir une réponse. Oui, alors nous non plus. Enfin, je ne sais pas si c'est rassurant, mais nous non plus, on n'a pas eu de réponse non plus. Mais c'est vrai que, enfin voilà, a priori, je pense que ça va être aire de captage. Alors, ce qu'on peut peut-être savoir, Pierre, c'est que nous, si vous êtes sur le département, nous, on a aujourd'hui, il y a des bassins d'alimentation de captage qui sont référencés. Donc ça, on les connaît. Par contre, on ne sait pas ceux qui seraient retenus et s'il va y avoir une sélection sur ces bassins d'alimentation de captage. Il y en a combien dans le département d'Audione? Un grand nombre. Oui. Donc après, ce qui est peut-être possible de faire, c'est de voir avec Tiffaine sur quelle zone vous êtes. Et au moins, si dans votre surface, vous pouvez être potentiellement concerné par un bassin d'alimentation de captage. Je pense que ça serait déjà la première chose. Si vous n'êtes pas concerné par aucun, déjà, il n'y en aura pas. Et peut-être de savoir après s'il y en a un, il restera à savoir sur quels critères il sera prioritaire ou non. OK? Donc il faudrait vous contacter vous directement ou comment ça... Oui. Tiffaine Trousson à la Chambre d'agriculture. Et c'est vrai que comme ça, Tiffaine, elle pourra vous dire sur la zone où vous êtes, ce qu'il y a comme captage, enfin bassin d'alimentation de captage qui est aujourd'hui en étude. Et j'ai oublié de préciser aussi qu'on est limité, comme l'a précisé Isabelle, mais c'est valable aussi pour ce dossier-là, à 2 dossiers notifiés sur la période 23-27. Donc, c'est-à-dire qu'il faut raisonner les investissements. Il n'y aura que deux aides maximum possibles. Et je reviens juste par rapport aux agriculteurs qui seraient donc prêts à faire les investissements et qui voudraient donc mettre en place la lettre d'intention. Là, je viens d'avoir un échange avec les collègues. À un moment donné, dans la lettre d'intention, on vous demande le taux de subvention total et le taux de subvention FEADER. Donc ça, c'est un calcul après qui est fait donc au sein de l'arrêté régional. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a peur, et là j'ai confirmation, que le montant que vous allez notifier donc en subvention, ce soit un montant maximum. Donc, je vous conseille quand même de mettre plutôt les 55% maximum que vous pouvez prétendre, même si vous ne faites pas de projet stratégique, pour ne pas être pénalisé par la suite d'un non-financement, quoi. Donc, mettez 55% de subvention maximum. 60 pour les... Et 60 pour les JA. Pour les JA. Pierre, et puis après Boris. Ouais. Du coup, j'ai vu que pour le reste à financer pour l'agriculteur, il fallait un accord bancaire ou quelque chose comme, enfin, il fallait une preuve en fin de compte. Ouais. Accord bancaire ou attestation comptable notifiant que le projet ne remet pas en cause la situation financière de votre exploitation.
Alors après, c'est sûr qu'on va être sur 2 niveaux, entre quelqu'un qui pourrait, entre les différents projets, ou quelqu'un qui va avoir un reste à financer d'un montant inférieur à 10 000 euros qui effectivement va pas forcément, enfin 10 000, j'ai pris 10 000, qui va être autofinancé et qui ne va pas demander de financement bancaire. Donc là, il faut plutôt se diriger, plutôt de se dire je vais avoir une attestation comme quoi ça ne remet pas en cause, mais vous pouvez aussi demander une attestation bancaire. Et puis après, ça va être plutôt pour les projets qui vont demander du financement et qui va vraisemblablement être regardé par les organismes bancaires comme un projet qui n'obtiendrait pas de subvention. Et donc là, il faut vous rapprocher de l'organisme bancaire pour avoir l'attestation. Boris. Moi, c'est une question très technique. Il y a marqué sur les épandeurs d'engrais, j'ai cru comprendre, pesée embarquée. Si on a déjà un épandeur d'engrais qui a la pesée embarquée, qu'on veut renouveler son épandeur d'engrais avec un plus récent, plus moderne, plus ce qu'on veut, est-ce qu'on peut obtenir l'aide ou c'est mort? Ben, normalement, il faut justifier qu'il a un meilleur rendement ou qu'il vous apporte plus que celui que vous allez, entre guillemets, réformer, quoi. Mais on note la question, Boris, et on y répondra, ou on va vérifier. Et ça, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a la première réponse et le niveau que ce vient de dire Isabelle. Et après, on va vérifier s'il n'est pas précisé d'autres choses. Y a-t-il d'autres questions avant d'évoquer le dernier appel à projet? Pierre. Pour revenir sur le nombre de demandes d'aide, donc c'est bien possible de faire 2 demandes cette année, si on a besoin. À confirmer. Là, au niveau investissement agroécologie, là, par contre, je ne m'aventure pas du tout. En bâtiment, voilà, on peut... Ben oui, mais... C'est écrit. C'est écrit, mais on n'a pas de réponse écrite non plus du Conseil régional. C'est plutôt pour vous mettre en garde, de se dire les certitudes sont limitées. Mais c'est écrit. D'accord. Et une question sur le tableau, là, donc le tableau à points où il y a atelier bio, donc une ferme qui est 100% céréales bio, ça s'est pris en compte dans cette case-là? Tout à fait, oui. Oui. Ok. Et pour les conversions bio, il y a un minimum de surface ou? C'est pas noté, il y a juste noté conversion bio ou en cours. Oui, non, il faut juste l'attestation. Ouais. Comme quoi il y a une démarche. Certificateur. Voilà, certificateur, comme quoi il n'est pas écrit, il n'y a pas de surface minimale décrit dans l'arrêté. Boris, tu as pas baissé la main ou tu as encore une question? Pierre, pareil? J'avais une question sur donc tout ce qui est entretien des haies, apparemment c'est réservé au CUMA, ça c'est quelque chose qui est fixe ou parce que nous on connaît pas de CUMA en fin de compte qui entretiennent des haies ou quoi que ce soit aux alentours. Donc c'est pas possible. Ouais. Là c'est écrit, Okay. c'est écrit dans la RT, ouais. Ouais, ça c'est pas oui. Ok, on passe à la partie. Alors donc c'est Déborah qui maîtrise parfaitement le sujet, donc soyez indulgents puisque je ne connaîtrai sans doute pas précisément, mais on prendra bien sûr vos questions et on viendra vers vous pour y répondre. Alors donc sur la partie, donc il y a deux appels à projets et notamment donc le premier qui s'appelle production émergente en région. À noter que dans cet appel à projet, la plus grosse inquiétude que nous on peut avoir à la Chambre d'agriculture, c'est le montant de l'enveloppe sur l'appel à projet de la région. Et donc, j'ai envie de dire, mais je pense que Déborah l'aurait dit, c'est que ceux qui souhaitent aller sur ce dispositif-là, il faut y aller sans tarder et poser les choses et essayer d'optimiser un nombre de points important, maximum. Donc, vous voyez, donc les coûts suivants, donc c'est tout ce qui est acquisition et exploitation de végétaux. Donc constitué en culture pérenne ou pluriannuelle, qui va être des plants de noyer ou d'autres, ou des cassis ou des framboises.
L'achat, construction, aménagement intérieur et extérieur des bâtiments destinés à la mise en place ou au développement de production peu présente, à l'exclusion des bâtiments éligibles au dispositif que vous a présenté Isabelle. Matériel productif destiné à la mise en place, développement de production peu présente, donc ça c'est y compris les serres, donc ce qu'on pouvait tout à l'heure dire voilà, sur certaines productions. Matériel motorisé spécifique à l'opération, c'est-à-dire dédié à la mise en place ou au développement de production peu présente. Et l'installation de production d'énergie renouvelable ne bénéficiant pas d'un soutien tarifaire, ce que disait tout à l'heure, même chose que Isabelle. Et des investissements immatériels, notamment d'appui ou d'études que vous auriez besoin de faire pour développer votre projet. Donc Déborah a mis effectivement une inéligibilité uniquement pour le volet mise en place des productions émergentes, donc sur cet appel-là. Donc élevage bovin, sauf bison, porcin, aviculture, grande culture, céréales, oléagineux, protéagineux, à l'exception de la moutarde. Donc le reste, production aquacole et les productions viticoles. Donc le reste peut être considéré. Alors, je crois que Fanny n'est plus là, mais on disait, sur du maraîchage, on est complètement dedans. On est du matériel motorisé. Je fais le lien, parce que je crois que c'est sur celui-là. Il y a eu des journées innovation sur un robot qui sème et qui désherbe. Et ben, ce robot est dans la liste des investissements éligibles. Donc, sur l'autre appel à projet, donc, qui est transformation, commercialisation, donc là, des coûts qui sont donc sur l'achat, construction, aménagement intérieur et extérieur des bâtiments destinés à la transformation, conditionnement et commercialisation des productions agricoles issues des exploitations agricoles. Donc là, c'est très très large. Du matériel et équipements nécessaires, transformation, conditionnement, stockage et commercialisation. J'insiste commercialisation parce qu'on pourrait se dire, ben, je pense parce que je vois qu'il y en a qui nous suivent, qui sont déjà peut-être pourvus en matière de transformation, conditionnement, et qui souhaitent développer des choses en matière de commercialisation, donc ils peuvent le faire. Véhicules, donc avec deux conditions cumulatives. Donc il faut que l'usage il est dédié au projet de transformation, commercialisation, et bénéficier d'aménagements spécifiques irréversibles liés à l'activité de transformation ou de commercialisation. Bon, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'explications à donner, vous voyez à peu près de quoi on parle, et donc de l'utiliser à cette activité-là. Sur son contrôle, je n'en sais rien, mais c'est du matériel quand même assez spécifique. Et puis l'installation de production d'énergie renouvelable, comme on a dit tout à l'heure, et des investissements immatériels. L'inéligibilité, c'est tout ce qui est transformation, commercialisation de produits majoritairement non agricoles. Et donc là, je vous renverrai sans doute à l'arrêté pour voir un peu qu'est-ce qui ne serait pas agricole. En sachant que dans la partie agricole, c'est toujours quand on maîtrise le cycle de production d'un élément. Inéligibilité dans cet appel à projet, tout ce qui est destiné à l'agritourisme. Peut-être que j'ai vu quelqu'un, Arnaud, que ça pouvait peut-être concerner, on ne peut pas. Les investissements qui sont financés par Crédit Bail, ce qu'on peut appeler leasing. Donc tout ce qui est financé dans transition écologique, agroécologique ou adaptation, ce qu'a présenté Isabelle. L'autoconstruction hors fourniture sur facture et le matériel d'occasion, puisqu'on est toujours, et ça, on est toujours sur du matériel neuf, et ça, quels que soient les appels à projets, et voilà. Sur les taux et plafonds de dépenses, bah, vous retrouvez les mêmes éléments qu'ont pu vous présenter Isabelle et Tiffaine sur ces aspects-là, donc Déborah, la même chose. Ce qui change, bien sûr, c'est le montant, projet stratégique, et puis les petites différences aussi, qui sont le cas des associés, notamment de GAEC, et le nombre d'UTH créés qui ne sont pas cumulables, alors qu'on venait de dire au préalable
avec Tiphaine, que dans l'appel à projet transition écologique, ils étaient cumulables. Donc, même chose pour la grille de sélection. Donc, c'est une grille de sélection qui intervient comme les autres appels à projet. Donc, sur la partie jeunes agriculteurs et nouveaux installés. Le projet stratégique. La petite particularité, c'est que l'exploitation ayant fait l'objet d'un audit technico-économique ou d'une étude, là, ce qu'on appelle, c'est que, il y a une étude de faisabilité. Donc, pour ceux qui avaient fait des dossiers dans le cadre du PCAE, il y avait une petite étude que nous on faisait assez courte sur l'approche économique. Là aussi, c'est pareil, c'est de vérifier et de montrer que la partie, le projet production émergente ou investissement, c'est faisable dans votre projet. Là, il y a donc une partie commercialisation en fonction du choix de votre commercialisation, donc avec un maximum de 9 points, donc qui est en premier, c'est la partie restauration collective publique. C'est le même principe que transformation sur les deux. La question, c'est a priori pas de seuil minimum. Et par contre, on ne sait pas, et ce qu'écrivait Déborah, c'est la question étude de marché, facture, proportion. Pour l'instant, on ne connaît pas encore comment serait vérifié cet aspect-là. Se dire, est-ce que si je vends à une collectivité 3% de ma production me donne les 9 points? Pour l'instant, nous n'avons pas la réponse. Zone en déficit de renouvellement ou zone de déprise. Et donc là, on a donc la même chose, la zone de déprise. Et au-dessus, on a la création d'ETP, donc équivalent temps plein, ou unité de travail humain pour les acronymes. Et donc, création de 2 ETP ou plus, création d'un demi au moins à 2 ETP. Et c'est des ETP salariés, donc qui sont précisés par Déborah. La partie environnement, donc sur l'économie d'eau et puis l'économie d'énergie, où Déborah met un commentaire, quelle appréciation, savoir comment sera fait. Sur la partie pratique vertueuse, donc ce que disait Isabelle sur l'audit bas carbone. Les constructions bois, on ne leur dit pas, c'est la même chose. Et puis sur la valeur ajoutée, donc c'est le nombre d'ateliers créés. Donc, je crée un atelier de transformation, un atelier de commercialisation. Je crée un atelier de transformation et donc là, on a 10 ou 9 points. Donc, elle met quelques exemples de création sur la partie droite. Et développement, donc là, on développe et là, c'est 7 points. Mutualisation entre exploitation, donc là, c'est quand on partage du matériel. Après, il peut y avoir des types de porteurs de projets sur les actions collectives, magasins de producteurs, au moins 5 producteurs ou plus, donc on a la création, on va avoir la CUMA, la ferme du lycée agricole, les adhésions de GI2E, la structure d'économie sociale et solidaire, et l'adhésion à un magasin de producteurs. Dans la première ligne, c'est je crée, c'est quelque chose de nouveau. Et la seconde, c'est là, j'adhère à un magasin qui existe déjà. Et puis, vous avez la partie agriculteur bio, les projets en conversion bio et les en cours de signe de qualité hors AB. Sur la partie grille de production, on a les types de porteurs et actions collectives, donc CUMA, ferme de lycée, voilà, et l'agriculteur physique ou moral, autre que lycée, on peut avoir 10 points. Voilà, voilà. C'est vrai que c'est sur cette grille-là où on a beaucoup plus de difficultés à vous notifier quelles seront les pièces à fournir par rapport par exemple, au niveau économie d'énergie ou au niveau économie d'eau sur un atelier de transformation, que ce soit en fromagerie ou en atelier de découpe. On n'a pas suffisamment de références pour dire, ben voilà, je vais mettre un réducteur d'eau et je vais économiser tant de mètres cubes d'eau, quoi. Alors, on a quelques questions sur est-ce que le CBD en fait partie? Vraisemblablement, puisque la question c'est que toute nouvelle production dans les productions émergentes, c'est toutes les productions qu'on a mis qui n'étaient pas
éligibles. Et donc, quand Jean-Baptiste pose la question, qu'entendez-vous par culture peu présente en région, ben, ça va être quelque chose. Alors, je n'ai pas de mémoire la partie liste exhaustive, mais c'est tout ce qui se fait. Enfin, quand on voit sur la partie culture, ça ne va pas être du colza, du blé, ces éléments-là. La moutarde est rentrée en ligne de compte. Voilà, ça va être il peut y avoir quelques productions. Je ne suis pas sûr que la liste soit arrêtée, mais il faut plutôt se poser la question et de se dire si vous avez des idées, les proposer. Pas de se dire. Parce que moi, j'ai l'impression que c'était la liste négative. Hein, tout ce qui n'est pas dans dedans, cité, peut a l'être. priori. Voilà, c'est ça. Peut l'être. Alors après, est-ce que le conseil régional, en fonction des dossiers, reverrait des priorités en fonction des productions? Je suis incapable de vous donner de réponse. Voilà. Et autre question de Boris, quand vous dites 2 dépôts de dossiers maximum sur les 5 ans, c'est 2 dossiers sur tous les thèmes ou 2 dossiers pour l'élevage et 2 dossiers agroécologie et 2 dossiers pour le volet de transformation? C'est 2 dossiers par volet. Donc, vous pouvez faire 2 dossiers bâtiment, 2 dossiers agroécologie, 2 dossiers diversification. Et il n'y a plus de plafond en tant que tel pour une exploitation lambda. Donc on a bien compris que, mais Boris, c'est quand on en dépose, c'est pas pour ça qu'ils sont acceptés. Non. Mais l'accès est possible 2 fois par 3, enfin oui. Et ce sont bien 2 dossiers validés, c'est pas 2 dossiers validés financés. Par exemple, si vous déposez un dossier cette année et qu'il n'est pas retenu, ça comptera comme 0. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, il y a 2 choses que vous n'avez pas le droit de faire en autoconstruction. C'est la construction d'un bâtiment, donc le montage du bâtiment s'il fait plus de 5 mètres de hauteur au faîtage, et c'est tout ce qui est partie électricité, quel que soit le volet. Pierre a une question. Ouais. Du coup, pour revenir sur les projets stratégiques, du coup, si j'ai bien compris, c'est vous qui les faites Alors, c'est tous les organismes qui auraient répondu à l'appel à projet audit du Conseil régional qui était en 2022 ou 21, j'ai un doute, 21 je crois. Donc, je sais au moins alors, par département, enfin dans tous les départements de Bourgogne-Franche-Comté, moi je n'ai pas la liste des organismes qui ont répondu à cet appel à projet. Je sais, parce que c'est moi qui ai déposé le dossier, donc je sais que ça avait été accepté. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans le département, mais il peut y avoir d'autres organismes. Je me pose la question en même temps que vous me la posez, qui pourraient être sur un autre département et qui le fassent dans un autre département. Parce que sur Lyon, il n'y a que la Chambre d'agriculture. Je crois, ouais. Mais un autre pourrait venir. Je ne m'étais pas posé la question d'aller en faire ailleurs, mais ça pourrait se faire que d'autres organismes le fassent sur notre département. D'accord. Et est-ce que c'est nécessaire de faire un projet stratégique pour l'achat d'un matériel de désherbage, par exemple? Non, enfin la question, c'est j'ai eu plusieurs fois la question par téléphone, c'est de dire, c'est pour l'accès aux 30 points, donc il n'y a pas d'obligation parce que j'ai pas la grille sous les yeux, mais quand on est JA, en bio, c'était le cas, donc il n'avait absolument pas besoin d'avoir, je regarde à côté d'IFEL, c'est-à-dire que quand on regarde atelier en bio, il doit avoir 10 points, 25 points, et puis il faisait un matériel de suppression, donc on était au-delà des 30 points. Donc, pas besoin pour accéder. Après, la question, c'était de me dire, mais est-ce que je veux maximiser mon nombre de points et en avoir 50 ou 60? Je suis incapable de répondre, puisque ça va dépendre aussi des autres dossiers et du nombre de points. Donc, je veux dire, c'est comme la question, c'est ce qui nous pose problème, c'est que comme l'accès, c'est comme un concours, ça va dépendre de la note des autres projets. Et ça, on n'a aucune visibilité là-dessus. Aucune. Donc, s'il n'y a pas besoin d'en faire pour accéder aux 30 points. J'accède aux 30 points, pas besoin. Après, c'est à vous de voir. D'accord. Et l'audit technico-économique ou l'étude spécifique, vous avez des modèles? Parce que moi, j'ai contacté le CERF France tout à l'heure, vous avez mentionné le CERF France qui pouvait faire ça, mais ils ne sont pas au courant et c'est des choses qu'ils n'ont jamais fait. C'est une étude technico-économique par rapport à un nouvel investissement. Ce qu'ils appellent exploitation ayant fait l'objet d'un audit technico-économique ou d'études spécifiques à l'investissement, c'est une étude prévisionnelle comme on peut réaliser, comme nous on fait, comme les centres de comptabilité font. C'est une étude prévisionnelle qui prend en compte les investissements.
Donc, Ouais, c'est mais parce que c'est le terme qui les a peut-être perturbés. Oui. mais C'est une étude technico-économique. c'est sur combien d'années? C'est sur combien d'années? Bon, généralement, une étude prévisionnelle, c'est au minimum. Alors, je n'ai pas le cahier des charges du conseil régional, mais par expérience, on est sur du 3 à 5 ans. Enfin, minimum 3 ans et à 5 ans. C'est ce qu'on a l'habitude de faire en termes d'études prévisionnelles. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez d'autres investissements à prévoir d'ici 2027, il faut essayer de tous les mettre pour que cette étude-là, elle soit valable sur la période des 5 ans. Donc, il faut simplement retourner les voir et leur dire, écoutez, c'est une étude technico-économique, mais pour celle-là, je n'avons aucun cahier des charges du conseil régional. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils en sortiront. Je ne crois pas. Je pense qu'ils feront au cas par cas. Ouais. D'accord. Et pour j'ai une question, c'est sur la ligne de la sécurisation des revenus. Vous avez plus de précision sur parce que par exemple, nous, on voudrait investir dans un outil pour pouvoir semer des engrais verts et éventuellement commercialiser les engrais verts. Est-ce que ça peut rentrer dans ce critère-là? À noter, c'est pas très précis, mais la diversification s'entend comme diversification des revenus de l'exploitation agricole au sens large. Exemple, nouvel atelier de production ou transformation ou agritourisme ou production d'énergie renouvelable. Là, l'achat d'un matériel, c'est pas C'est pas une nouvelle production. Oui, voilà, c'est pas une nouvelle production. C'est simplement pour valoriser finalement. Ouais. Mais là, on est sur l'interprétation. Hein. Donc après, oui. C'est pour produire quelque chose qu'on ne produit pas aujourd'hui. Alors, on se dit que c'est pour. Alors, oui, ce serait quoi si vous me dites les termes exacts pour que je puisse noter, s'il vous plaît? Donc, c'est un semoir pour pouvoir semer des engrais verts et donc pour pouvoir commercialiser les engrais verts après par la suite. Ça peut se. Moi, je pense que ça peut se justifier. Hein. Oui, mais plutôt en diversification, pas en agroécologie. Ouais. Nouvelle production. Dans l'appel à projet production agroécologique, ça risque d'être compliqué. Je regarde Tiffaine. Vous risquez de ne pas avoir assez de points surtout. Alors qu'on pourrait peut-être en trouver plus dans la grille diversification production émergente. À voir, entre regarder les deux. Mais production d'engrais verts, nouvelle production, ça peut rentrer en ligne de compte. Et c'est une diversification qui, je le lis, qui s'entend comme diversification des revenus de l'exploitation agricole. Ben oui. Donc c'est un nouvel atelier. Oui. Donc, voilà. C'est notre interprétation. Oui. Mais ça s'entend. D'accord. Et cet outil-là, c'est pareil, parce qu'en fait, je vois que semis de couvert, c'est réservé uniquement aux structures, mais étant donné que c'est un outil qui est polyvalent, qui peut détruire les couverts autant que les implanter, c'est pareil. Ça va être dans la liste du matériel, peut-être pas. Comment c'est présenté dans le devis? Je pose la question à... Il y a noté par exemple matériel pour détruire les scippants par les rouleaux destructeurs spécifiques. C'est Crop Trolofaca. Après, c'est que des exemples qu'il y a, alors je sais pas. Oui, voilà, c'est ça, oui. Après, c'est comment va être présenté dans votre devis l'outil. Oui, il faut que les mots déjà apparaissent. Voilà. Et puis il faut faire un descriptif, vous, dans l'emplacement nécessaire, bien préciser le fonctionnement et le pourquoi de l'investissement. Se dire, le justifier en disant, voilà, production d'engrais verts, nouvelle production, atelier diversification, et en même temps, destruction, outil qui fait les deux. Donc, voilà. Mais ça va être des cas, Pierre, qui vont arriver et qui vont forcément être en discussion après au conseil régional. Mais voilà, ça sera oui ou non, je ne suis pas sûr qu'ils pourront vous répondre. Mais vous pourrez, peut-être pas dès maintenant, mais dans quelques temps, les appeler pour leur demander s'ils ont une idée. Et malheureusement, oui, je pense que malheureusement, vous aurez la réponse qu'au moment de la commission de financement, quand ils auront fait le total de tous les dossiers et qu'ils auront toutes les listes d'investissements qui ont été déposées, quoi. Oui, donc on ne pourra pas avoir une réponse. Allez-y. On ne pourra pas avoir une réponse précise en fin de compte avant la date de dépôt de dossier. Oh, mais peut-être même avant l'instruction, Pierre. Hein, je ne suis pas sûr que les personnes qui pourront avoir des réponses précises. Attendez le premier semestre 2024. Hein.
Nous avons des doutes hein, sur des réponses aussi précises. Hein. On a certaines questions, ça fait plus de 6 mois qu'on leur pose. Hein. Donc ça peut être, ouais. Donc là, on a quelque chose. Et en plus, dans la présentation que je viens de faire, il n'y a pas eu de présentation, ou s'il y avait une présentation du conseil régional, nous aussi, on aurait peut-être posé des questions. Voilà, mais les questions arrivent, il ne faut pas hésiter à leur poser, et même les mettre par mail sur le mail que vous avez mis. Puis si vous avez une réponse, faites-nous en part, ça nous intéressera. Oui, posez vos questions par mail surtout. Comme ça, vous avez une preuve. Parce que malheureusement, le téléphone, en fonction de sur quelle personne vous allez tomber, vous n'êtes pas sûr de l'avoir de nouveau, cette personne-là, une deuxième fois. Quoi. Puis plus vous la préciserez par le mail, précisez-la bien en disant, voilà, j'ai tel matériel, je peux faire telle production haute, je me pose la question, est-ce que ça peut être finançable ou pas, et comment ça peut être considéré, et dans quel appel à projet je dois le déposer. Précisez bien les choses par mail, ouais. Parmi les participants, y a-t-il d'autres questions? Pas d'autres questions? Bah écoutez, tous les éléments, le webinaire, le diaporama et les arrêtés seront sur la partie, sur le site de la Chambre d'agriculture. Nous, sur le site, quand on aura, s'il y a de nouvelles informations, eh bien, on vous les transmettra, enfin, on les mettra sur le site, donc n'hésitez pas à les voir. On reste disponible, hein, en sachant que vous avez vu que s'il y a des questions, enfin, on essaiera de vous répondre au maximum ou prendre vos questions et les relayer. Voilà. Eh bien, écoutez, on espère que ça a répondu à au moins un maximum de questions. Je vois que Pierre, il y a la main. Je ne sais pas si c'est la main qui n'est pas levée ou si encore Pierre a une autre question. Si j'avais une dernière question, du coup, parce que moi j'ai envoyé déjà un email à Feder Investissement depuis une semaine, mais j'ai pas de réponse du coup. Alors je sais pas, c'est bien là qu'il faut envoyer les questions ou... C'est ce qu'ils nous ont dit. Faut peut-être essayer un petit coup de téléphone pour dire qu'il y a un mail qui est envoyé, mais nous c'est ce qui a été transmis. On n'a pas plus d'informations. Hein. S'il y a une présentation plus précise du conseil régional, on demandera quels sont les interlocuteurs. Et pour l'instant, on n'a pas plus d'informations que celle-ci. Okay. Désolé. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne journée. Et puis, on vous dit bel été. Au revoir. Au revoir. Au revoir.